Et puis sur la question de l'art et de l'architecture, qui en procède, c'est la même chose, eh bien, il y a effectivement une théorie esthétique extrêmement intéressante, parce que elle est assez nietzschéenne, en ce sens, chez Steiner, et elle renvoie à l'idée qu'il y aurait du dionysiaque, de l'apollinien, c'est-à-dire une force primitive, le dionysiaque, dieu de l'alcool, de l'ivresse, de l'alcoolisme, de la danse, des pampres, de la vigne, enfin toutes ces choses-là, de la sexualité, et puis vous avez de l'autre côté Apollon, qui est le dieu de l'ordre, de la mesure, du calme, etc. Et on sait très bien que nous sommes naturellement dionysiaques, et c'est culturellement que nous devenons apolliniens. Jamais Nietzsche ne dit qu'il fallait être dionysiaque et jamais apollinien. Il dit qu'il faut l'équilibre. Il faut tempérer Apollon par Dionysos et vice-versa. Donc on voit bien que les esthétiques, aujourd'hui, depuis, je dirais, la mort de Dieu, ça c'est un autre sujet, mais enfin, depuis la mort de Dieu, on peut enregistrer aussi la mort du beau. Le Dieu et le beau fonctionnent de concert, et quand vous êtes au XIXe siècle, comme par hasard, l'esthétique est une discipline qui naît avec Baumgarten au XVIIIe siècle, mais la science du beau devient une science qui prend la place de la science de Dieu, la théologie. On invente l'esthétique d'une certaine manière pour en finir avec la théologie. C'est-à-dire que le nietzschéisme après profite de ça, postérieur, Nietzsche à Baumgarten, 1872 par exemple, pour la naissance de la tragédie, son premier livre, Nietzsche, et c'est là-dedans qu'on trouve ces concepts dionysiaques et apolliniens. Et il y a cette idée qu'un artiste, c'est pas quelqu'un qui reproduit, ça c'est un artisan, mais c'est quelqu'un qui produit. Par ailleurs, dans l'architecture, il y a des gens qui croient au nombre d'or, qui estiment qu'effectivement il y a un nombre d'or et qu'il est symbolique, il est significatif, qu'il y a une numérologie qui permet de mathématiser le réel, pas tant de le mathématiser, mais de percevoir la mathématisation du réel, ou du moins de percevoir que le réel est formulé dans un langage mathématique, disons-le plutôt comme ça. Et à partir de ce moment-là, vous avez des gens qui vous disent, eh bien voilà, le nombre d'or c'est ça, et donc il y a des lignes qui sont des perspectives, naturelles, et on construit des maisons dans ces configurations. Et de fait, c'est pas inintéressant. Moi, je vois effectivement des architectures qui sont des architectures équilibrées. Vous entrez dans un espace et vous sentez que c'est équilibré, parce que c'est construit par des gens qui ont compris effectivement que quand vous avez un plafond bas, ou quand vous avez un plafond haut, quand vous avez une longue pièce, ou quand vous avez une petite pièce, vous produisez des effets. Mussolini n'a pas fait par hasard, et Hitler non plus, des architectures fascistes, parce que c'est des architectures monumentales pour que les individus soient tout petits, de façon à ce que le pouvoir impose sa puissance. Donc l'architecture dit quelque chose. À chaque fois que vous construisez un bâtiment, vous dites quelque chose sur vous, sur votre époque ou sur votre temps. Aujourd'hui, les constructions, elles sont toutes semblables. Quand vous construisez une maison, vous avez la maison de votre voisin. Il y a des gens qui la plupart du temps, disent « moi j'ai un peu d'argent, je vais faire ce qu'on appelle une maison d'architecte ». C'est terrible, ça veut dire que les autres ne sont pas des maisons d'architectes. Et le propre de la maison d'architecte, c'est souvent qu'elle est assez extravagante. Il faut qu'on voit que c'est une maison d'architecte. On va dire, celui-là, une maison est un peu spéciale, le voisin. Ouais, c'est une maison d'architecte. Simplement parce qu'on va se faire plaisir avec des formes, parce qu'on a vu des revues, et on fait un peu la même chose, et on copie les trucs. Aujourd'hui, avec les logiciels, c'est assez facile de faire une espèce de copier-coller pour avoir une architecture qui ne dit rien. Et il y a, chez les gens qui pensent qu'une architecture doit dire quelque chose, une puissance qui est de toute façon toujours plus intéressante qu'une architecture qui dit rien. Quand vous voyez par exemple que François Mitterrand demande la création d'une architecture particulière pour la Bibliothèque nationale, et que le cabinet d'architectes réfléchit à un concept, et vous voyez à quoi je fais référence, eh bien vous avez cette immense esplanade avec 4 tours qui flanquent chaque coin du parallélépipède, et ces 4 tours, c'est quoi? Ce sont des livres ouverts. Une bibliothèque, des livres, c'est drôle. Et on se dit, voilà, l'architecture, et le type, il a le sens du symbolique quand même. Il fait des tours, c'est une bibliothèque, et ça a la forme de bouquins qui sont posés sur la tranche. Oh, c'est bien, vraiment, c'est un type qui a du génie quand même. Je dis, si c'est ça la symbolique aujourd'hui, c'est perdu, quoi. C'est mort. Si vous prenez l'architecture romane, si vous prenez l'architecture gothique, vous vous apercevez qu'on ne sait plus aujourd'hui lire ces choses-là. Mais quand vous travaillez un petit peu la signification, on le fera, il y a un chapitre dans le Cosmos qui parle de ça, et je vous parlerai de la symbolique des constructions d'églises, par exemple. C'est codé partout. Tout est codé. Les chiffres sont codés, les entrées, les hauteurs, les espacements, toutes ces choses-là, tout ça c'est codé. Et il y a quelque chose comme une harmonie qui se dégage de cette architecture qui dit quelque chose. Donc ça me paraît pas anormal qu'effectivement, quand vous construisiez une maison dans laquelle vous dites
quelque chose, elle soit plus belle, elle s'impose dans sa beauté, dans sa puissance, qu'une architecture qui sera l'architecture de tout le monde, qui sera l'architecture d'aujourd'hui, qui sera l'architecture qui fait moderne, ou qui fait contemporain, ou qui donne l'impression qu'on a une maison d'architecte alors qu'on n'a plus rien à dire. Quand une civilisation est épuisée, elle a des structures architecturales qui sont épuisées aussi. D'où le succès du verre aujourd'hui. Le fin du fin, c'est d'avoir sa médiathèque en verre. C'est-à-dire, c'est le matériau qui passe le plus pour un non-matériau. Et ben, c'est notre époque. Voilà, c'est transparent. On voit les gens travailler, on voit les porte-manteaux des gens, on voit des trucs comme ça. On dit, une belle architecture. Pas du tout. Enfin, pas du tout. On peut aimer ça, mais c'est une architecture qui signifie quelque chose du temps. Quand des gens qui eux disent, moi, je vais me faire ma maison parce que je veux qu'elle me ressemble. C'est l'expression de Malaparte. Il y a eu le festival de Cannes, c'est terminé. L'affiche du festival de Cannes, c'était cette fameuse maison de Malaparte qui sert au mépris de Godard. Eh bien, quand Curtio Malaparte dit je veux une maison qui me ressemble, il dit un concept extrêmement intéressant. Il dit voilà, et d'ailleurs c'est une maison sublime. Mais vous dites, ben, si j'étais une maison, je serais quoi? Est-ce que vous seriez un château? Est-ce que vous seriez une petite ferme? Est-ce que vous seriez quelque chose de fermé, de clos? Est-ce que vous seriez quelque chose d'ouvert? Est-ce que vous auriez des grandes baies vitrées? Est-ce que vous auriez des petites choses fermées? Est-ce que vous auriez des barreaux? Est-ce que, etc., etc. Dis-moi comment tu construirais ta maison et je te dirai qui tu es. Ça, ce sont des choses qu'on doit pouvoir dire. L'architecture, c'est ça, a priori. C'est une façon de construire une sculpture habitable. Et quand on la pense, pas quand elle est pensée par quelqu'un d'autre, qui vous dit je vous donne clé en main la maison que vous allez habiter, le petit pavillon qui va ressembler au petit pavillon du voisin qui ressemble au petit pavillon du voisin, et vous en aurez 50, 100, ou etc., dans un lotissement, comme on dit. Non, si vous dites moi je veux ma maison, je veux qu'elle me ressemble, je vais la dessiner. Et peu importe que ça plaise ou que ça déplaise, ma maison, je la vois comme ça. Donc vous pouvez faire quelque chose en hauteur, en longueur, vous pouvez faire quelque chose de décentré, vous pouvez faire de l'architecture vitaliste. Franck Gehry fait des choses très très belles. Au Bilbao, le musée Guggenheim de Bilbao est magnifique. C'est une des grandes architectures qui prend son inspiration chez Gaudi, qui est un grand architecte, comme vous savez, espagnol, catalan, et qui s'est inspiré des architectures vitalistes. Et on a eu à un moment donné des architectures vitalistes et puis des architectures très conceptuelles. Mies van der Rohe, par exemple, où vous avez des lignes, des courbes, enfin pas de courbes, mais des lignes, etc. Les autres veulent des courbes. Et ce qui triomphe aujourd'hui, c'est l'apollinien, c'est pas le dionysiaque. Les maisons aujourd'hui, elles sont faites pour être apolliniennes et sûrement pas dionysiaques. Alors qu'on pourrait très bien. Il y a eu dans les années 70 des architectes qui travaillaient sur ce genre de maison en disant fabrique ta maison qui te ressemblera, et si elle doit être vitaliste, si elle doit prendre, etc., ben, fais-la comme ça. Or aujourd'hui, une maison, elle prend place dans un ensemble et on peut plus être seulement architecte, il faut être aussi urbaniste. L'urbaniste, c'est celui qui compose avec la maison d'à côté et les maisons d'à côté. Et aujourd'hui, vous avez plein d'interdictions parce que vous avez toujours, dans le territoire français où il y a pas mal de choses classées, vous êtes toujours dans un périmètre historique, on vous dit ça vous n'avez pas le droit, ça c'est pas comme ceci, il faut peindre comme ceci. Au Moyen-Âge, évidemment, vous pensez bien qu'au Moyen-Âge, les gens ils peignaient les choses avec une couleur dont on a gardé la gamme. Un jour, la préfecture m'a envoyé un nom de peinture comme ça en me disant qu'il fallait que je peigne mes fenêtres parce qu'il y avait une église à 50 mètres avec cette couleur B4212 53C avec la formule 3K qui etc. D'accord? Parce que c'est comme ça que ça se faisait évidemment pas comme ça. Donc que l'architecture puisse être singulière et intéressée par sa singularité, c'est effectivement quelque chose qui moi ne m'étonne pas parce que aujourd'hui on vit dans des cages à lapins. Et les gens vivent des maisons qu'ils n'ont pas choisies, qu'ils n'ont pas dessinées, qu'on a dessinées pour eux parce que ça coûte très cher. Le jour où vous avez le geste architectural, comme on dit, vous le payez bonbon la plupart du temps. Et on peut pas tout faire. Donc les gens qui ont l'audace de dire moi j'ai mon terrain, je vais le penser comme ça, mon bâtiment, et je vais le faire, ils font toujours quelque chose de beaucoup plus singulier. Est-ce que c'est anthroposophique, probablement. J'ai pas travaillé la question d'architecture chez Steiner, mais je pense que avec le sens qu'il a des chiffres, des nombres, de la numérologie, des astres, etc., il doit y avoir des ouvertures particulières qui sont faites dans des directions particulières pour que la lumière entre dans des moments particuliers, que un peu dans la logique du feng shui oriental, vous ayez la possibilité de faire de votre maison quelque chose qui va recevoir les bonnes ondes, enfin les choses qu'on connaît habituellement. Mais ça me donne envie d'aller voir un peu plus, votre remarque me donne envie d'aller voir un peu plus sur cette question de l'architecture. Mais bien sûr que que tout n'est pas à jeter en disant